Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, cher Olivier, Monsieur le député de la 2e circonscription de Saône-et-Loire, cher Rémi, Monsieur le président du conseil départemental, Madame la présidente de la communauté de communes, Mesdames, Messieurs les vice-présidentes du département, Monsieur le sénateur Jérôme, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs, chers amis. Cher Édouard Philippe, bienvenue à Autun. 32 ans que la ville attendait le retour d'un Premier ministre et nous sommes extrêmement heureux de vous avoir parmi nous à Autun. L'an dernier, nous étions à l'APVF à Hendaye et vous n'aviez malheureusement pas pu assister aux assises, notamment parce que le palais des congrès d'Hendaye se trouve en réalité à Irún, en territoire espagnol, et que le gouvernement que vous dirigez n'avait pas encore réalisé de visite ministérielle officielle auprès du gouvernement de Madrid. C'est pourquoi, au moment de la confirmation de votre venue en terre bourguignonne, nous avons repoussé in extremis la proclamation prévue de longue date de l'indépendance du Morvan, république autonome dont Autun sera évidemment la capitale. C'était d'ailleurs là le projet de la constituante soutenu par Talleyrand, évêque d'Autun, mais les forces géopolitiques locales de l'époque en ont voulu autrement et ont relégué Autun au rang de sous-préfecture, malgré son statut de ville épiscopale et son nombre relativement important d'habitants. Souvenons-nous, chers amis, qu'un temps Autun se voyait autrement qu'en capitale morvandaise, mais bien en capitale du monde gallo-romain. Sœur et émule de Rome, telle est notre devise antique. Et de cette période, laissez-moi vous rapporter l'histoire fameuse du rhéteur Eumène, directeur des écoles méniennes qui se trouvaient précisément ici, sous nos pieds. Écoles méniennes, les premières universités de la Gaule antique, premières universités de France, où l'élite gauloise et gallo-romaine venait se former au latin, au grec et à la rhétorique. Au printemps 298, il y a exactement 1720 ans, Eumène s'adresse donc à Constantin, à l'empereur Constantin, pour lui demander, et c'est un schéma classique, des crédits pour rénover son centre-ville, et notamment ces écoles méniennes qui, à ce moment-là, étaient en piteux état, et qu'il décrit dans ces termes. Il est l'édifice le mieux situé sur la partie la plus apparente et le côté dominant de la ville, placé sur le passage même des invincibles princes lorsqu'ils nous honorent de leur visite. Vous voyez déjà qu'il y a 1720 ans, les invincibles princes venaient par cette route, celle que vous avez empruntée, rendre donc les honneurs aux édiles de la cité éduenne. Les écoles méniennes sont placées dans un quartier très important, pour ainsi dire entre les deux yeux de la cité, entre le temple d'Apollon et le Capitole. J'insiste sur cette pensée, nous dit Eumène, car il me semble que le premier constructeur des écoles méniennes leur a réservé cet emplacement afin qu'elles fussent soutenues par les étreintes bienveillantes des deux divinités voisines. Telle est en effet la position de cet auguste sanctuaire des lettres. D'un côté, le temple d'Apollon entouré des muses, et de l'autre, le Capitole dédié à Minerve et Jupiter. N'y voyez là bien sûr aucun parallèle avec la diarchie exécutive de la Ve République, mais j'espère que sur ces bons auspices, nous aurons un très bon congrès des très bonnes assises de la PVF, et encore une fois, nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir en terre bourguignonne. Monsieur le Premier ministre, merci. Monsieur le Président, cher Christophe, je te cède maintenant la parole. Monsieur le Premier ministre, cher Édouard Philippe, Monsieur le ministre, cher Olivier, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs les présidents de collectivités, Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues. Preuve que l'Association des petites villes de France, et même les petites villes de France, sont résolument dans la modernité. Nous n'hésitons d'ailleurs pas à utiliser, à employer, à emprunter des méthodes qui sont celles parfois du monde de la communication, de la publicité, comme par exemple ce qu'on appelle le teasing. Vous savez, pour éveiller un peu la curiosité. Certains
en s'inscrivant aux assises, ont dû apercevoir le nom de Julien de Normandie. Mais il fallait lire Édouard de Normandie. Permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, de vous souhaiter la bienvenue à mon tour, ici à Autun, comme vient de le faire notre ami maire d'Autun, Vincent Chauvet, pour ce congrès des petites villes de France, et de vous dire à la fois l'honneur et le plaisir que nous avons de vous accueillir ici parmi nous. Avec plaisir, mais cela ne vous étonnera pas, avec aussi une attente très légitime. Vos propos, un an après votre entrée en fonction, avec votre gouvernement, et l'élection d'une nouvelle majorité présidentielle, parlementaire, sont très attendus pour les élus ici présents. Ils constituent l'occasion de dresser un premier bilan de votre action dans un domaine qui nous tient à cœur, qui est celui des relations entre l'État et les collectivités locales, et sur des questions essentielles, à nos yeux, qui sont celles de l'aménagement et de la cohésion des territoires. Votre venue, à ce titre-là, constitue également, je crois, une belle occasion de faire passer quelques messages, en ce qui nous concerne, sur l'état d'esprit des élus, des petites villes, à la fois nos attentes, nos impatiences, parfois nos inquiétudes, voire, sur certains sujets seulement, nos insatisfactions. Vous êtes, Monsieur le Premier ministre, devant le congrès de l'Association des petites villes de France, une association d'élus forte de 1200 communes, de métropole et d'outre-mer, représentant des communes entre 3000 et 25 000 habitants, en un mot, pour résumer, des communes à taille humaine. Vous êtes devant une association d'élus, c'est la marque de fabrique de cette association depuis sa création avec Martin Malvy en 1989, puis sous la présidence de notre ami Olivier Dussopt, qui se veut constructive, qui se veut ouverte au dialogue, qui se veut bien évidemment dans la proposition, mais qui ne sera pas complaisante. Nous n'avons pas à nous situer dans la majorité ou l'opposition. C'est l'affaire des partis politiques. Et nous sommes une association, bien évidemment, pluraliste, regroupant toutes les sensibilités politiques républicaines. Nous n'aimons pas à la PVF les épithètes excessives. J'ose ajouter, et cette expression vous ira sans doute droit au cœur, que nous sommes dans notre expression violemment modérés. Pour paraphraser ce que disait un Havrais, André Siegfried, à propos de la psychologie du Normand. Au cours de ces 2 jours de congrès, nous avons montré, et nous continuerons à le faire, Monsieur le Premier ministre, juste après votre intervention, que les petites villes sont résolument tournées vers l'avenir, qu'elles participent pleinement à la transformation écologique et numérique, et qu'elles font preuve de formidables initiatives, audacieuses dans ces domaines. Certaines sont même pionnières en la matière, certaines y parviennent mieux que d'autres, mais toutes expriment un vrai besoin, celui d'être aidées et accompagnées, et, pour s'adapter, bien évidemment, d'être soutenues dans l'idée pour elles de relever l'ensemble de ces défis. Les petites villes sont dans la course. Elles sont dans la course de toutes ces transformations, mais elles souhaitent seulement pouvoir faire la course sans avoir un sac à dos trop plein. Aidées et accompagnées par l'État, bien sûr, par l'Europe. Et nous suivons, vous l'imaginez, de très près et avec beaucoup d'attention, l'avenir de la politique de cohésion. Aidées par les grandes collectivités territoriales, ici représentées, et par les grands opérateurs de services publics également présents pour nos assises. Il faut donc que partout s'exerce la solidarité territoriale, car nous sommes, petites villes, bourgs-centres et périurbaines, les derniers maillons de la chaîne. Vous avez été, Monsieur le Premier ministre, maire d'une grande ville jusqu'à l'an dernier. Vous savez donc, tout autant que nous, combien la rigueur budgétaire que nous avons subie, avec la baisse des dotations, a pesé lourdement dans nos choix de gestion, mais surtout dans nos choix d'investissement. Mais ce qui est vrai pour les grandes collectivités l'est encore plus pour les petites collectivités. Nous avons, plus que tout autre, parce que dépendantes aussi du soutien d'autres collectivités, subi la conséquence de la baisse des dotations. Nous avons, plus que tout autre, été également impactés par la réduction, parfois significative, de contrats aidés.
Certes, ces contrats aidés dans les petites villes ne constituent pas la panacée, mais ils répondent parfois, je le dis, à un vrai besoin. Et la réduction, concrètement, je me fais l'écho des maires ici présents, impacte des associations locales, d'entraide sportive ou culturelle, et le fonctionnement aussi d'établissements qui nous sont rattachés, comme des EHPAD ou même des maisons de retraite. Dans le cadre de la préparation du PLF, qui va arriver très vite, nous vous demandons instamment, Monsieur le Premier ministre, de ne pas procéder à une nouvelle réduction du nombre de ces contrats et donc de résister aux pressions de direction du budget. Je dis cela, bien évidemment, sans aucun esprit de polémique, vous l'avez compris, mais pour vous dire, pour me faire le reflet de l'expression ressentie par nombre de maires ici présents. Sur cette question lancinante des finances locales, je voudrais vous redire que nous avons marqué notre approbation de l'annonce de la stabilisation des dotations de l'État pour 2018 et sur la durée du mandat. Pour autant, je trahirais le mandat qui m'a été confié si je ne vous alertais pas sur le nombre conséquent, mais vous le savez, de communes, 16 000 au total, qui ont vu leur dotation baisser et parfois très considérablement en 2018. Une très mauvaise surprise pour un grand nombre d'entre elles. Nous connaissons bien évidemment le discours bien rodé et l'explication sérieuse, celui de la stabilisation et même de la hausse des dotations dites de péréquation. Cela est parfaitement exact, mais vous admettez et vous admettrez que seul compte concrètement pour les communes la réalité observée dans chacune d'entre elles. Monsieur le Premier ministre, je crois que nous avons un grand besoin en la matière, et je ne sais que le chantier n'est pas évident, de prévisibilité et sans doute d'une plus grande lisibilité. C'est d'ailleurs la condition d'une réussite de la réforme voulue de notre fiscalité locale. Réussite également conditionnée par une concertation réelle avec l'ensemble de l'association des élus. La démarche entreprise avec la Conférence nationale territoire va dans le bon sens. Monsieur le Premier ministre, vous allez entendre dans tous les congrès d'associations d'élus, et cela jusqu'en novembre, jusqu'au congrès des maires, parler de finances locales. C'est bien normal, c'est le nerf de la guerre. Je vais donc, pour terminer mon propos, évoquer quelque chose de plus spécifique, de plus caractéristique de nos petites villes. C'est-à-dire, vous parlez de la cohésion des territoires et de services publics, dans un contexte que l'on pourrait qualifier de métropolisation galopante. Ce n'est pas faire un mauvais procès que de constater, comme le fait l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qu'il y a un thème sur lequel votre gouvernement, je mets des guillemets et je le cite, n'a pas encore trouvé ses marques, c'est la cohésion sociale et la cohésion des territoires. J'insiste sur la cohésion des territoires. Les deux, d'ailleurs, sont intimement liés. Il y a chez nous, je vous le dis, cette impression, ce sentiment présent, prégnant, d'une attention soutenue, au détriment des autres, en direction des premiers de cordée territoriaux, c'est-à-dire en direction de la France des métropoles, pour qui l'avenir n'est pas un problème, alors que pour le reste du territoire, la France des villes petites et moyennes, c'est une vraie question. Elle s'interroge de façon légitime, bien évidemment, sur leur avenir. Certes, tout n'a pas commencé depuis un an, mais tout continue comme avant, voire, dans certains sujets, s'accélère. Je voudrais vous parler, Monsieur le Premier ministre, et je sais que vous l'avez entendu de la part d'élus de ce territoire, de la fermeture programmée d'un certain nombre de services hospitaliers, de maternités comme Guingamp, de Château-d'Eau, d'Oléron, de Bernay, que vous connaissez tout comme moi. Toutes ces petites villes, souvent sous-préfectures, qui ont déjà vu le départ de plusieurs services publics sous couvert de révision générale des politiques publiques, de modernisation de l'action publique, et aujourd'hui ou demain, pour mettre en œuvre les préconisations qui seront celles du Comité d'action publique 2022, il y a là, vous le savez, Monsieur le Premier ministre, une attention particulière. Il y a là, pour reprendre ce mot, qui ne vient pas de moi, qui vient de ce que j'entends, des maires ici présents, de celles et ceux qui sont adhérents à notre association, une situation pour beaucoup de petites villes de souffrance. Le mot est sans doute lourd de sens, mais il est, je crois, non seulement dans les esprits, dans la bouche, dans les témoignages, que sont ceux des élus et de leurs habitants, mais il correspond à ce sentiment qui est parfois vécu
de désertification médicale, de restructuration hospitalière qui se poursuivent, qui sont parfois décidées au niveau des ARS, sans même qu'il y ait pu avoir une véritable concertation avec les élus locaux, au nom parfois d'une simple logique financière. On ne peut pas l'ignorer, mais elle ne peut pas non plus primer sur le reste. L'avenir de ces territoires ne peut pas être soumis aux aléas de réflexion ou de propositions de think tank ou de cercles de réflexion parisiens. Je crois qu'il y a dans les territoires, à travers les élus, une richesse formidable et une réflexion formidable dont je sais que vous êtes sensible. Il y a des petites villes qui souffrent également de ce qu'on qualifie de dévitalisation et même de paupérisation de leur centre-ville, avec des taux de vacances commerciales extrêmement élevés. Voilà pourquoi, si nous avons salué l'annonce, en mars dernier, du plan Action Cœur de Ville pour 222 collectivités de taille moyenne, dont Autun, monsieur le maire, nous avons déploré que nombre de petites villes dont la situation est préoccupante ne puissent pas bénéficier d'un tel dispositif. Voilà pourquoi nous nous associons pleinement et soutenons la proposition de loi sénatoriale appelée Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Nous souhaitons que cette proposition parlementaire fasse son chemin législatif avec l'aval du gouvernement. Au Sénat et à l'Assemblée, Monsieur le Premier ministre, c'est une demande forte de la PVF. Enfin, Monsieur le Premier ministre, et très brièvement, un mot sur la mobilité. C'est une clé même de la fracture territoriale. Elle constitue parfois un clivage social. Je connais l'intention du gouvernement à la matière, beaucoup d'associations d'élus, la PVF entre autres, a participé aux assises de la mobilité pour apporter sa contribution, pour définir aussi la vision globale que nous avons de cette question. Voilà pourquoi nous restons vigilants, bien évidemment, sur la question des petites lignes ferroviaires, mais permettez-moi de vous redire à ce sujet qu'il n'y a pas de petites lignes, ni de petits territoires, ni de citoyens de seconde zone. Il y a la République. Nous savons que vous avez pris conscience du retard des investissements sur les lignes du quotidien, dont acte. De la dégradation est encore considérable, vous le savez, bien évidemment, sur certaines lignes, et je n'oserais aller dans le détail par rapport à cela. Tous les deux Normands, nous savons de quoi nous parlons en la matière. Mais la solidarité nationale doit s'exercer pleinement, je le crois, pour rattraper les retards pris ces dernières années. Voilà, Monsieur le Premier ministre, ce que je voulais vous exprimer au nom de l'ensemble des élus ici présents. Je sais que vous avez d'autres engagements dans le sud de la France, et c'est vous, finalement, que nos congressistes veulent entendre. Mais avant de vous remercier encore une fois pour votre présence, je ne résiste pas à citer un évêque d'Autun, fameux et célèbre, sans doute plus pour ses mots que pour sa robe, qui disait, je soumets ça à notre réflexion commune, « Je pardonne aux gens de n'être pas de mon avis, mais je ne leur pardonne pas de n'être pas du leur. » Monsieur le Premier ministre, bienvenue à l'Association des petites villes de France. Bienvenue à l'Association des petites républiques de France. Bienvenue, pour le dire autrement, à l'Association des petites villes qui chérissent la grande République. Et en cela, bienvenue chez vous. Monsieur le ministre, cher Olivier, Monsieur le Président, cher Christophe, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Alors vous m'avez, Monsieur le Président, posé ou invité à dire beaucoup de choses, mais avant de vous donner quelques éléments de réponse, je voudrais vous dire d'abord combien je suis heureux d'être ici, à Autun, après vous avoir raté à Hendaye. Pour des raisons qui étaient diplomatiques, mais pas liées à une diplomatie entre votre association et l'exécutif,
bien à une question véritablement diplomatique, compte tenu de la localisation précise de votre dernier congrès. Heureux d'être avec des maires, j'aurai l'occasion de le dire et de le redire, parce que dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, rien n'a été aussi intense que l'expérience municipale. Rien. Aussi angoissante à certains égards et épanouissante à d'autres, aussi responsabilisante, aussi complet du point de vue humain, à la fois en termes de stratégie, de capacité à transformer sa ville, et en même temps de relations humaines avec ses concitoyens, avec des gens qui, étant d'accord avec vous ou pas d'accord avec vous, voient en leur maire quelqu'un qui a une charge particulière et avec lesquels ils entretiennent des relations particulières. Heureux d'être à Autun, puisqu'il se trouve, monsieur le maire, qu'une de mes passions est l'histoire romaine. J'y suis venu sur le tard, mais j'y suis maintenant, je suis mordu, je ne sais pas comment il faut dire ça, mais je suis mordu d'histoire romaine, et donc je sais la place qu'occupe Autun dans cette histoire gallo-romaine, l'ambition dont elle a été le fruit par le plus célèbre, peut-être pas le plus célèbre, mais à l'évidence le plus grand des empereurs romains, lesquels ne s'appelaient pas empereurs d'ailleurs, Auguste, qui lui a donné son nom. Heureux que vous ayez, monsieur le maire, d'ailleurs mentionné, parce que ça n'est pas sans lien avec l'actualité, cette discussion avec l'empereur Constantin, qui arrive bien plus tard, sur la nécessité d'accompagner par des dépenses publiques la revitalisation, je ne sais pas si on parlait de centre-ville à l'époque, mais on voit bien l'idée. Ce qui est assez amusant du reste, c'est que Constantin, ça n'aura échappé à personne, est celui qui a créé la plus grande métropole de l'histoire romaine. La plus grande. C'était donc déjà une question de relation entre les très grandes métropoles de taille mondiale et les autres territoires qui n'étaient pas moins légitimes, qui n'étaient pas moins importants pour l'Empire. Comme quoi, vous voyez, à 1720 ans d'écart, il peut arriver que des questions se posent dans des termes certes un peu différents, mais avec une forme de continuité. Heureux d'être à Autun, puisque vous avez cité tous les deux l'évêque d'Autun, comme s'il n'y en avait eu qu'un, Talleyrand, qui avait le sens de la formule, c'est vrai, et qui avait une relation très particulière, certains le savent ici, avec Matignon. Non pas qu'il ait jamais été Premier ministre, mais il se trouve qu'il a été propriétaire de l'hôtel de Matignon, où je travaille en ce moment. C'est donc un deuxième lien très fort entre Matignon et Autun, jusqu'à ce que, monsieur le maire, peut-être... Enfin bon. Je sens que là, je vous ai mis dans... La troisième raison pour laquelle je suis heureux d'être à Autun, ça va vous surprendre, mais je tiens à le faire, c'est qu'Autun est célèbre dans l'histoire de la France par l'importance qu'a joué, et que joue peut-être encore, mais qu'a beaucoup joué, le lycée d'Autun, qui a accueilli les membres illustres des familles impériales françaises, 3 Bonaparte, je crois, de mémoire, et que ce rôle, par l'éducation, par l'engagement, n'est pas rien. Et il se trouve, vous allez être surpris, mesdames et messieurs les maires, mais je pense que vous allez comprendre ma remarque, il se trouve que j'ai avec moi ce monsieur, qui est commandant de la Légion étrangère et qui est mon aide de camp, et qui aujourd'hui, à Autun, monsieur le maire, réalise sa dernière mission auprès de moi comme aide de camp. Il va partir à l'école de guerre et suivre une carrière que je lui souhaite et que je crois brillante, mais il se trouve qu'il a fait ces 3 années de lycée ici à Autun, et donc il boucle la boucle auprès du Premier ministre à Autun. Et comme il est remarquable, je voulais le saluer pour lui dire, à travers lui, à travers lui, que le sens de l'engagement, le sens de la défense, le sens du service de la République est quelque chose auquel les maires sont légitimement attachés. Et même s'il n'y a pas des régiments dans toutes les communes de France, loin s'en faut, nous avons tous, particulièrement dans la période que nous vivons, je sais qu'il y a dans cette salle le maire de Trèbes, je ne le vois pas d'abord parce que j'ai enlevé mes lunettes, et ensuite parce que vous êtes dans une forme d'obscurité, mais néanmoins, je sais que tous les maires ici partagent la conscience de la menace
à laquelle est confronté notre pays et le respect, l'admiration même, pour ceux qui s'engagent et qui servent notre défense et notre sécurité. À travers vous, mon commandant, c'est eux qui sont remerciés. Le commandant ne m'écoute pas. Il a eu sa journée, il a été cité par le Premier ministre dans le même discours après Auguste, Constantin, Napoléon Bonaparte et Talleyrand. Et Christophe Bouillon. Ça va lui faire sa journée. Bon. Non, c'est mieux que vous ne m'ayez pas écouté, mon commandant. Il faudrait être plus attentif à l'école de guerre. Enfin, je pense. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, permettez-moi, Monsieur le maire, Monsieur le président, mesdames et messieurs, de me prononcer et de répondre à un certain nombre d'interrogations que vous avez évoquées. D'abord, ce terme de petite ville. Petite peut-être par la taille, par le nombre d'habitants, mais certainement pas petite parce qu'elle représente pour la population française, pour le territoire français, pour la richesse française, près de 4 Français sur 10 vivent dans des petites villes, ce qui veut dire qu'elles n'ont rien de petite et qu'elles concernent une partie extrêmement importante de notre pays et de nos concitoyens. Depuis 1 an, nous cheminons ensemble. Et je dis bien ensemble parce que je crois, je peux peut-être me tromper, mais je crois sincèrement que les relations qui ont été nouées entre le gouvernement et votre association, d'abord avec Olivier Dussopt, qui d'une certaine façon incarne à lui tout seul la place qui, dans notre esprit, doit être accordée aux petites villes, puisqu'il est passé de chez vous à chez nous, sans rien d'ailleurs oublier de ce qu'il pensait quand il était chez vous. Le lien que nous avons su tisser, je crois, est un lien de respect, de dialogue, et je l'espère, de confiance. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, c'est pas grave. Vous êtes maire, vous savez que le consensus et l'unanimité ne sont pas de ce monde. En revanche, le respect et le dialogue sont indispensables pour bien réaliser sa mission. C'est clairement dans cet état d'esprit que je m'inscris. Dans un état d'esprit de dialogue, dans le cadre de la Conférence nationale des territoires, que vous aviez appelée de vos vœux, puisque je crois, avant l'élection présidentielle, dans un manifeste, vous aviez indiqué qu'il fallait inventer une nouvelle façon, une autre façon d'engager le dialogue et de travailler entre les collectivités territoriales, les petites villes en l'occurrence, et l'État. Cette conférence, elle est créée, elle invente une nouvelle façon de travailler. D'une certaine façon, elle invente une nouvelle grammaire. C'est pas simple. C'est pas simple. Mais les petites villes sont présentes dans cette conférence nationale des territoires et nous l'avons souhaité. Nous avons souhaité qu'elles soient spécifiquement représentées, pas simplement représentées dans le cadre normal de l'AMF, mais spécifiquement représentées parce qu'il nous semblait qu'elles portaient une spécificité qu'il fallait prendre en compte dans le dialogue que nous engageons avec les collectivités territoriales. Et Olivier d'abord, Christophe ensuite, jouent pleinement leur rôle dans cette conférence nationale des territoires, dans cette instance de dialogue, et je les en remercie bien entendu. Dialogue donc, respect ensuite, puisque je crois que nous débattons sans forcément, je l'ai dit, être toujours d'accord, mais avec l'idée d'avancer et avec l'idée, par l'écoute, de prendre en compte ce qui peut l'être, ce qui doit l'être. Je voudrais illustrer cette attitude de dialogue et de respect dans 3 domaines sur lesquels nous avons avancé. Le premier, c'est les moyens d'action de vos communes. Alors, Olivier Dussopt, qui est le spécialiste incontesté de cette question, a, je crois, hier eu l'occasion de préciser toute une série d'éléments sur la logique de contractualisation, la logique de péréquation, les questions relatives à la nouvelle fiscalité locale. Je ne vais pas m'appesantir sur le sujet, il a tout dit. Mais je veux dire un mot de l'état d'esprit et de la logique dans laquelle nous nous sommes placés. D'abord, nous avons pris l'engagement de sanctuariser globalement les dotations aux collectivités territoriales, qu'il s'agisse de la DGF ou des dotations d'investissement local. Et nous avons tenu parole pour l'année 2018. L'année 2017, nous avons exécuté un budget qui n'avait pas été préparé par cette majorité, mais qui avait été voté démocratiquement et qu'il convenait d'exécuter. Pour l'année 2018, nous avons tenu parole. Globalement,
la dotation globale les dotations globales de fonctionnement et les dotations d'investissement local ont été préservées et ont même un peu augmenté. Un peu augmenté au global, vous l'avez dit, Monsieur le Président, et je vous remercie de l'avoir dit, car c'est parfois peu souligné. Pendant longtemps, vous avez subi, l'ensemble des collectivités ont subi de façon indifférenciée une réduction de leurs moyens. Je l'ai subi au Havre, vous l'avez probablement subi dans vos communes. Peut-être fallait-il procéder ainsi. Je ne veux pas rentrer dans une polémique ou dans une contestation. Ça a été fait. D'abord le gel, ensuite la diminution. Notre logique est inverse, en tout cas différente. Nous avons commencé par dire, sur 100% de dépenses publiques locales, il y en a près de 2/3 qui sont le fait, non pas des 36 000 communes, des 100 départements et des 13 régions métropolitaines, il y en a d'autres, évidemment, mais qui sont le fait de 322 communes ou établissements publics de coopération intercommunale. 322 communes, collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale concentrent près de 2/3 de la dépense publique locale. Si on veut créer un mécanisme de maîtrise de la progression des dépenses publiques locales, autant s'intéresser à 322 sujets plutôt qu'à 37 000 ou à 36 500. Et autant concentrer l'effort, la discussion, la contractualisation avec ceux qui, compte tenu de leur taille, peuvent avoir des marges de manœuvre plus facilement que ceux qui, compte tenu de la taille des communes qu'ils gèrent, sont de toute façon sur des tout petits volumes de marge de manœuvre. C'est le premier élément. C'est souvent passé comme ça, sans qu'on se rende compte du changement conceptuel que ça représentait. Mais c'est un véritable changement conceptuel. On fait porter l'effort, non pas simplement sur ces 322 entités, on indique à tout le monde que notre objectif global, c'est la maîtrise des dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire la maîtrise de l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Mais on contractualise et on fait porter l'effort sur ceux qui concentrent 2/3 de l'exercice. Et je note qu'au-delà de ces 322 cibles, beaucoup de collectivités nous ont dit « mais nous, on veut rentrer dans le dispositif ». On n'est pas concerné, parce qu'on n'est pas dans les critères des 322, on est en dessous, mais on considère que l'exercice de contractualisation et la sécurité qu'il amène a un intérêt, et donc on veut se lancer dans une discussion avec le gouvernement. Et Olivier pourrait témoigner du nombre de collectivités non concernées par cet exercice de contractualisation qui nous ont fait des propositions et avec lesquelles nous discutons pour justement élargir un petit peu ce champ. La deuxième chose, et je le dis là encore, pardon de le dire parce que vous l'avez tous compris, mais je ne veux pas rater l'occasion de le dire, notre objectif n'a pas été de réduire les dépenses des collectivités locales. Ça n'est pas vrai. Notre objectif est d'encadrer l'augmentation de la dépense des collectivités locales. C'est-à-dire de raisonner, s'agissant des communes, des collectivités territoriales, exactement de la même façon que l'État raisonne depuis longtemps. En maîtrise de la progression de la dépense, beaucoup plus qu'en économie sonnante et trébuchante. Notre objectif est de faire en sorte que, globalement, le budget des collectivités territoriales, les budgets de fonctionnement des collectivités territoriales n'augmentent pas de plus de 1,2% par an. Augmentent donc, mais pas trop vite, si on veut tenir la dépense publique, si on veut tenir les engagements que la France a pris. Et cette augmentation est plus grande et plus importante que l'augmentation à laquelle nous astreignons l'augmentation des dépenses publiques de l'État. Pour une raison très simple, c'est que pendant longtemps, on a demandé plus en matière de maîtrise de l'évolution de la dépense aux collectivités locales qu'à l'État. Il est temps d'inverser un petit peu cette logique. Je le dis clairement, sans donner beaucoup de chiffres, parce que je pense que ce changement de perspective a de l'importance pour vous et a de l'importance pour les Français. Alors j'ai bien conscience que pour ceux qui ont été élus en 2014, je parle des maires, le fait que nous soyons entrés en 2018 dans une logique de maintien des dotations et pas de diminution globale des dotations, a révélé des mécanismes qui existaient auparavant, mais dont on avait oublié l'impact, c'est-à-dire le fait que la péréquation pouvait conduire à ce que certains aient des augmentations importantes et d'autres des diminutions importantes. Évidemment, quand tout le monde diminue, tout le monde diminue. Quand il y en a qui augmentent et d'autres qui diminuent, ceux qui diminuent, ils le voient encore plus. Et ils sont dans une situation spécifique, c'est un fait. Mais ce jeu de la péréquation, nous ne l'avons pas inventé.
Et les critères avec lesquels la péréquation s'est faite, nous ne les avons pas créés. Nous les appliquons. Peut-être faut-il se poser la question de la lisibilité, de la prévisibilité du système, sans doute même. Car j'ai observé, lorsque j'étais maire, je pense que chacun ici l'observe, au fond l'important n'est pas toujours le niveau de dotation, c'est souvent, ça compte quand même, mais c'est souvent la visibilité et la prévisibilité de ce niveau. Si on sait que pendant 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, on aura telle ressource et qu'on en est certain, alors on peut s'adapter beaucoup plus facilement que si on ne le sait pas. Il faut donc travailler, c'est notre objectif, à un système qui garantisse au maximum, je ne suis pas sûr qu'on pourra le garantir de façon systématique, mais au maximum une forme de prévisibilité et de lisibilité des évolutions des dotations en fonction d'applications de critères qui sont souvent, reconnaissez-le avec moi, un peu complexes. Cette exigence, elle s'imposera évidemment dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale. Nous allons créer une nouvelle fiscalité locale. Attention, pas un nouvel impôt local, une nouvelle fiscalité locale. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, compte tenu des engagements qui ont été pris par nos prédécesseurs et que nous tenons d'attribuer 1 point de TVA aux régions, compte tenu du dynamisme de la dépense sociale auquel les départements doivent faire face, et donc de la nécessité de s'interroger sur l'évolution des ressources et la stabilisation du système des départements, compte tenu de l'engagement pris par le président de la République et mis en œuvre par le gouvernement de suppression de la taxe d'habitation, qui était un impôt ancien, qui produit des recettes importantes pour les collectivités, mais qui est à l'évidence un impôt injuste entre collectivités, et parfois même, c'est très vrai dans les grandes villes, très injuste à l'intérieur d'une collectivité, il nous a semblé nécessaire d'en tirer les conséquences et de dire, posons sur la table la nécessité d'inventer une nouvelle fiscalité locale, plus juste, plus claire si possible, et en tout cas plus adaptée aux enjeux de l'époque. Et c'est un exercice redoutable. Redoutable. Mon professeur de finances publiques, j'avais des cours de finances publiques quand j'étais étudiant, il me disait toujours, un bon impôt, c'est un vieil impôt. Et pourquoi ? Parce qu'on s'y habituait. Il est peut-être injuste, mais il est là. Bon, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai souvent l'impression que ce n'est pas complètement faux. Et plus je réfléchis à cette fiscalité locale, plus je me dis que mon professeur avait l'esprit clair. Il faut qu'on invente une nouvelle fiscalité locale. Et c'est un exercice difficile. Et donc, même si il ne faut pas traîner, il faut qu'on prenne le temps d'en discuter. C'est l'objectif de la mission qui a été demandée à M. Bure et à M. Richard. C'est l'objectif de la saisine du CFL et de toutes les instances qui existent et qui vont devoir donner un avis sur cette proposition ou sur cette analyse que ce rapport propose. Ça va être l'objet des conférences nationales des territoires et je suis certain que l'association dont vous êtes membre fera valoir ses arguments, ça, j'en suis sûr, et c'est très bien ainsi. Et ce sera le temps des mois, des 6 mois qui viennent, jusqu'au, je l'espère, au début de l'année prochaine, de la réflexion avant que nous inventions collectivement un nouveau système de fiscalité locale qui vous permette d'atteindre les objectifs que vous vous fixez. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces questions de dialogue, de respect et je crois de confiance en matière d'argent, si j'ose dire. Deuxième volet sur lequel je crois nous avons été attentifs aux attentes formulées par les villes, le soutien à l'attractivité et plus généralement l'attention qu'il convient de porter aux villes dans la question de la cohésion des territoires. Là encore, le président Bouillon, j'adore dire le président Bouillon l'a bien dit, il y a cette question des cohésions des territoires, elle n'est pas neuve, elle est délicate, elle s'exprime dans une France qui se transforme, et elle s'inscrit dans une France qui se transforme, il faut donc trouver des solutions sur ces sujets. D'abord, un mot sur le fait que j'entends parfaitement ce que vous avez dit, Monsieur le Président, ce que vous dites à chaque fois que j'ai l'occasion et le plaisir de rencontrer des maires, quelle que soit d'ailleurs la taille de la commune, cette attention à la cohésion des territoires, elle est au cœur de votre activité, elle est au cœur de votre mandat. C'est probablement le point sur lequel vous êtes le plus sensible, bien au-delà d'ailleurs des sujets de finances locales qui permettent cette cohésion, bien au-delà des sujets sectoriels, c'est cette question, cette thématique de la cohésion des territoires qui nous travaille tous. C'est un des grands sujets de la France qui vient. La cohésion de la nation, la cohésion sociale, la cohésion des territoires. À mains égards, nous voyons bien qu'elle est travaillée et parfois remise en cause. Il faut donc qu'il y ait une réponse publique et une réponse collective sur ce sujet.
Un mot d'abord sur l'amélioration de l'accès à l'enseignement supérieur. C'est tout sauf un petit sujet. D'abord parce que tout ce qui est relatif à l'enseignement, et notamment à l'enseignement supérieur, mais pas seulement, est constitutif du défi collectif que la France doit relever en matière de pari de l'intelligence. L'avenir de la France, c'est pas autre chose que le pari de l'intelligence. C'est la capacité que nous aurons à former au mieux les hommes et les femmes qui vivent dans ce pays. La capacité que nous aurons à faire en sorte que leurs compétences soient élevées, mais surtout soient susceptibles d'être systématiquement améliorées compte tenu des transformations du monde. Si nous dédoublons les classes en CP-CE1 dans les zones REP et REP+, si nous transformons le baccalauréat, si nous transformons l'apprentissage, si nous transformons l'accès à l'enseignement supérieur, si nous transformons la formation professionnelle, c'est parce que nous sommes convaincus qu'au cœur de tout, il y a ce défi de l'intelligence collective. Vraiment. Et pour les petites villes, cet accès à l'enseignement supérieur n'est pas un petit sujet. C'est un élément d'attractivité et c'est un élément d'efficacité. Les ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation déploient en ce moment une nouvelle extension des sections de techniciens supérieurs dans les lycées généraux, mais aussi les lycées professionnels. L'objectif, c'est évidemment de faire en sorte que ces sections puissent être aussi créées dans les lycées qui existent dans les petites villes, je le dis toujours avec des guillemets que vous ne voyez pas, mais que vous entendez dans mon expression, parce que c'est un défi majeur pour l'intelligence des territoires, pour la formation de ceux qui y vivent, s'y enracinent et ont des projets de développement. Deuxième service attendu, l'accès aux soins. Vous savez tous, vous vivez tous, nous vivons tous cette question de la démographie médicale et une situation difficile en matière de démographie médicale et ces difficultés en matière d'accès aux soins. J'ai la conviction qu'en la matière, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas une solution miracle. Le sujet est trop compliqué, trop ancien, trop, difficile à changer rapidement pour imaginer une solution miracle. Il faut donc additionner des éléments de la solution pour obtenir un effet. Ça passe, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure aux élus de ce département, à l'occasion d'une rencontre à la sous-préfecture, ça passe par une transformation des organisations. Ça passe par un développement de la télémédecine qui lui-même passe par un meilleur équipement en réseau du territoire. Parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez en matière de télémédecine. Si vous êtes sur des territoires qui ne sont pas connectés, qui ne sont pas équipés, c'est comme arroser du sable, hein. Ça ne marchera pas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le gouvernement a renégocié et insisté. Je vois ici le directeur général de la Caisse des dépôts, que je salue bien volontiers, a insisté pour que l'ensemble des acteurs de l'équipement numérique du territoire, les financiers, mais aussi les opérationnels, puissent accélérer les déploiements. Et nous tiendrons l'engagement qui a été pris par le président de la République, qui a été rappelé, d'un équipement à bon débit et à haut débit dès 2020 et d'un équipement à très haut débit dès 2022 sur l'ensemble du territoire. Les bonnes solutions en matière d'accès aux soins, c'est aussi le développement d'une meilleure coordination entre l'hôpital et le secteur libéral, sinon on ne s'en sortira pas. C'est le développement des pratiques avancées de la part du monde infirmier. J'y crois beaucoup. Là où c'est tenté, ça fonctionne très bien. Ça a beaucoup de sens. Ça ne résoudra pas tout le problème, mais il faut s'appuyer sur ces compétences et sur leur encadrement pour, là encore, apporter des solutions à nos concitoyens. Le plan d'égal accès aux soins que j'ai présenté avec la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, au mois d'octobre dernier, est en train d'être mis en place. Il est constamment travaillé. L'objectif, c'est de libérer du temps de médecins pour s'occuper de la médecine. Et pas de créer des organisations administratives qui phagocytent le temps de médecins, qui ne s'occupent plus de la médecine. La façon d'exercer la médecine se transforme. Il faut en tenir compte, il faut l'entendre, et il faut s'adapter à cette nouvelle façon de faire de la médecine et aux nouvelles exigences de l'époque. Un mot, puisque vous m'y avez invité, Monsieur le Président, sur les mobilités. Je ne vous parlerai pas de la mesure qui entrera en vigueur le 1er juillet, à laquelle je crois et que j'assume, et dont je ne pense pas, elle
peut parfaitement être discutée, mais dont je ne pense pas qu'elle constituera un frein, si j'ose dire, ou une limite à la mobilité. Je voudrais dire un mot, en revanche, sur la question des petites lignes, entre guillemets. C'est-à-dire sur la desserte ferroviaire de notre territoire. Et là-dessus, je veux dire au moins 2 choses très claires. D'abord, depuis longtemps et consciemment, après tout, ne nous voilons pas la face, depuis longtemps et consciemment, nous avons mis le paquet collectivement sur des grandes infrastructures de transport ferroviaire, beaucoup plus que sur l'entretien et le développement des petites lignes ou des réseaux ferroviaires secondaires. Je ne suis même pas sûr d'ailleurs qu'il faille les qualifier comme ça, parce que quand on va de Paris au Havre, ce qui m'arrive assez régulièrement, on n'a pas l'impression de vivre sur un réseau secondaire. Bon. C'est très bien pour le développement des grandes infrastructures ferroviaires, ça a permis d'équiper le territoire, ça a permis de développer les métropoles. On n'a pas à s'en excuser, mais on doit bien comprendre le sens et l'implication de ce choix collectif depuis 30 ou 40 ans. Le sens et l'implication de ce choix collectif depuis 30 et 40 ans, c'est que nous avons pris des retards d'investissement absolument considérables sur d'autres secteurs. Et que la qualité de service s'est dégradée. Et vous l'avez vu, vous l'avez constaté, partout en France. Les Normands l'ont constaté, je peux vous le dire. Il faut inverser cette logique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on remette une capacité d'investissement dans le système ferroviaire. C'est pour ça que nous avons notamment engagé cette réforme ferroviaire, dont la discussion doit être en cours ou peut-être même achevée au Sénat aujourd'hui. S'agissant des petites lignes, et contrairement à ce que proposaient un certain nombre de gens qui s'étaient penchés sur le sujet, j'ai pris la décision, et je l'assume, de ne pas faire porter la régulation de l'investissement sur ces petites lignes et sur la fermeture de petites lignes. Pour une raison très simple. C'est qu'il serait absurde, littéralement absurde, d'imaginer que depuis un bureau à Paris, même ayant appartenu à l'évêque d'Autun, on soit en mesure de dire sur tout le territoire national, ça c'est très très important, ça c'est un peu moins important, ça c'est pas important du tout, ça c'est vraiment essentiel. Ça n'existe pas. Toute votre expérience de maire vous montre le contraire. Bon, la mienne aussi. Ça n'existe pas. Et donc ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus d'avoir une discussion avec les présidents de région qui connaissent leur territoire et qui pensent la mobilité sur leur territoire, avec les acteurs, dans le cadre des contrats de plan d'aujourd'hui et de demain, l'avenir des mobilités sur un territoire régional. Et lorsque, pour des raisons liées au fret ou pour des raisons liées à la géographie, il faudra développer telle petite ligne, et dans ce cas-là, décidons-le, faisons-le. Et lorsqu'il faudra imaginer une nouvelle façon d'organiser la mobilité sur tel ou tel aspect du territoire, dans ce cas-là, discutons-le et pensons-le. Mais faisons-le avec ceux qui connaissent le terrain, beaucoup plus que depuis Paris sur des critères financiers ou budgétaires. Je l'ai dit très clairement, je vous le redis, le statu quo n'est pas possible dans le système ferroviaire. Mais vouloir le mouvement, ça peut aussi s'appuyer sur une forme d'intelligence des territoires et de relation avec ceux qui les connaissent le mieux et qui sont parfaitement capables de porter des choix. Ça, j'en suis convaincu. Donc, sur cette mobilité, voilà ce que je voulais vous dire s'agissant de la réforme ferroviaire, en sachant que le mouvement social qui est en cours aujourd'hui a probablement contraint beaucoup d'entre vous et beaucoup de ceux qui vivent dans vos communes par une gêne considérable. J'ai bon espoir que cette gêne s'achève dès lors que la loi aura été votée. L'idée étant, et je ne surprendrai personne ici, puisqu'il n'y a que des élus républicains, l'idée étant que quand une loi est votée, elle a vocation à s'appliquer. Partout. Un mot sur cette recomposition territoriale. Il y a 2 jours, ou peut-être était-ce hier, je ne sais plus, j'étais au lancement de la Banque des territoires, créée par la Caisse des dépôts. Et je citais une formule d'un historien que j'aime beaucoup, Fernand Braudel, qui disait qu'un pays en train de se faire ou de se refaire n'est jamais un personnage simple. Notre France est en train de se refaire, parce que c'est la marche du monde. Elle connaît la révolution numérique, elle connaît la révolution technologique, elle connaît la mondialisation, elle connaît le vieillissement, elle connaît des transformations qui sont beaucoup plus profondes que la volonté de tel ou tel gouvernement et qui, d'une certaine façon, s'imposent à elle. Il faut en tenir compte. Pour la refaire, pour qu'elle reste ce que nous aimons, bien entendu. Il ne s'agit pas de la changer, il s'agit de faire en sorte
de la préparer. Il s'agit de faire en sorte de la rendre forte dans un monde qui est complexe et qui est parfois dangereux. Mais le rôle de ce gouvernement, le rôle du travail que nous voulons faire avec l'Association des petites villes, c'est justement de la préparer. Certains disent de la réparer, ça m'arrive souvent, mais vraiment de la préparer. L'action que vous avez évoquée, Monsieur le Président, Action au cœur de ville, qui a été pensée et développée par le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, la mission de préfiguration qui est confiée à Serge Morvan, je n'ai pas choisi le coordonnateur en sachant que je viendrai parler de lui ici. C'est son nom. Et nous sommes à Autun, c'est un hasard. Mais l'action, la préfiguration qui a été confiée à Serge Morvan de l'Agence nationale de cohésion des territoires, la création de cet instrument nouveau, la Banque des territoires, a pour objet d'accompagner financièrement et d'accompagner en ingénierie les maires pour qu'ils se préparent et pour qu'ils transforment leur commune. J'y insiste, c'est vous qui avez la stratégie de vos communes. Ce ne sera jamais l'État. Il n'en a pas envie, et quand bien même il en aurait l'envie, il n'en aurait pas les compétences. Et il n'en aurait certainement pas la légitimité. C'est vous qu'il appartient de penser et de développer les stratégies de vos communes. Ce que l'État peut faire, c'est essayer de faire en sorte de vous accompagner financièrement, c'est le but de l'opération Cœur de Ville, et c'est d'essayer de faire en sorte de mettre à votre disposition l'ingénierie qui parfois manque aux maires. Parce que quand on doit faire face à un projet d'investissement considérable, on a besoin de conseils. On n'a pas dans ces services, qui sont souvent très compétents, qui sont souvent très dévoués, mais qui n'ont pas forcément eu l'occasion de faire ça avant, on n'a pas forcément tout l'accompagnement technique, financier nécessaire. Notre objectif, avec le plan Cœur de Ville, et avec la création des instruments Agence nationale de cohésion des territoires, Banque des territoires, c'est d'apporter cette ingénierie pour la mettre à votre disposition et pour vous aider à mettre en œuvre vos projets. Vous m'avez posé la question, Président, de savoir, et formuler poliment, mais peut-être avec une pointe de regret, que toutes les villes de France n'avaient pas été retenues dans le cadre d'un programme qui concerne 222 villes de France. C'est vrai. Mais un mot, parce qu'il n'est pas innocent à ce stade. Toutes les petites villes de France ne sont pas identiques. Certaines sont des cœurs de territoire au sens où elles irriguent un territoire rural qui les entoure. D'autres sont elles-mêmes à l'intérieur de métropoles. Et l'exemple est bien choisi parce que vous êtes, vous, Président Bouillon, maire d'une ville, enfin vous étiez maire d'une ville qui se trouvait à l'intérieur d'une métropole. L'action, le programme Cœur de Ville, il n'a pas vocation à accompagner dans ce projet les villes, les petites villes qui se trouvent dans les métropoles. Pourquoi? Pas du tout parce qu'on les aimerait moins, mais parce qu'on considère que c'est la responsabilité des métropoles d'organiser sur leur territoire la cohésion, le développement de l'ensemble des villes qui les constituent. On pense qu'elles sont là pour ça. On pense que c'est une de leurs missions, une de leurs raisons d'être même à certains égards. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu plutôt se concentrer sur des petites villes hors métropole. C'est un élément de réponse. Le deuxième, c'est que 222, c'est déjà beaucoup, et que nous avons voulu concentrer des moyens sur celles qui nous paraissaient être le plus dans la cible que nous définissions. Et celles dont il nous semblait qu'en les aidant à se transformer, nous obtiendrons le plus d'effets en matière de cohésion nationale des territoires. Peut-être un mot pour conclure, parce que je suis très long et que vous avez beaucoup d'autres choses bien plus intéressantes à dire et à entendre. Un mot pour dire ce que je crois s'agissant de l'écoute des maires. Dans une démocratie, la polémique, parfois l'outrance, en tout cas la contestation, sont toujours naturelles, légitimes et saines. On risquerait bien plus à les limiter qu'on ne risque en les acceptant. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais je voudrais vous dire quand même que je m'inscris totalement en faux, avec l'idée développée par certains et par personne ici, d'un État ou d'un gouvernement qui serait inattentif à ce que disent les maires.
J'ai la profonde conviction, par mon expérience, elle est partagée par Olivier pour des raisons évidentes, que les maires disent des choses essentielles sur le devenir du pays, quelle que soit d'ailleurs la taille de la commune. Quand je suis arrivé tout à l'heure, le premier maire que j'ai rencontré était le maire d'une commune de 300 habitants. Il n'est pas membre de votre association, mais c'est le premier maire que j'ai rencontré. Moi, j'ai été maire d'une ville de 180 000 habitants. Eh bien, je sais que c'est plus difficile d'être maire d'une ville de 300 habitants que d'une ville de 180 000 habitants. Je le sais par mon expérience et par le fait que dans ma communauté d'agglomération, il y avait des maires de toutes petites communes et que c'est effectivement plus difficile. On ne va pas se raconter de blagues. Ce que vous dites sur la République, ce que vous dites sur vos besoins, ce que vous dites sur les transformations du tissu social est absolument essentiel. Et notre objectif, c'est véritablement d'entendre et de travailler avec chacun d'entre vous, ou si possible, mais c'est parfois difficile, avec vos représentants de façon systématique. Et je disais tout à l'heure qu'il y avait une nouvelle grammaire à inventer, c'est un fait. Car depuis la suppression du cumul des mandats, j'ai observé quelque chose. Je ne me prononce pas sur l'opportunité où c'est la loi, elle est appliquée, je n'ai pas de sujet là-dessus. Mais j'ai observé quelque chose. Lorsque le Parlement français, Assemblée nationale ou Sénat, je le dis alors que des parlementaires sont présents et qu'ils sont dédiés à leurs tâches et portés par leur vocation. Lorsque le Parlement aujourd'hui se prononce sur les collectivités territoriales, le retour immédiat que nous avons des collectivités territoriales, plus exactement des élus de ces collectivités territoriales, c'est que il n'y a pas de représentants des collectivités territoriales. Il n'y a plus d'élus d'exécutif. Il y a des gens qui l'ont été, ils se souviennent de leur vie, mais il n'y a plus. Et on a vu la façon de parler des collectivités territoriales au Parlement. Je dis ça devant des gens qui ont une expérience du monde d'avant et du monde d'aujourd'hui. La façon de discuter de l'avenir des collectivités territoriales s'en est trouvée transformée. Ça n'est pas une injure aux parlementaires actuels de dire ça. C'est un vrai constat. Nous devons donc, cas un cas, en essayant, en corrigeant, trouver la nouvelle façon de prendre en compte ce que disent les collectivités territoriales dans le débat public national et dans les projets portés par le Parlement et par le gouvernement. C'est un superbe exercice, mais ce n'est pas un exercice facile. C'est pour ça que je suis très attentif à ce que vous dites, c'est pour ça que je suis venu ici, c'est pour ça que je travaille avec les représentants des élus. Parfois on n'est pas d'accord, parfois on le dit beaucoup à l'extérieur alors qu'en fait on travaille, c'est le jeu, c'est pas grave, c'est utile quand même. Mais ce que vous portez est indispensable. Et nous serons toujours là pour essayer de faire en sorte de vous entendre et de vous permettre d'avancer dans vos projets. Dans vos projets, pas dans les miens, dans vos projets. Je voudrais vous remercier, mesdames et messieurs les maires, pour l'accueil, vous dire que je suis très heureux d'être à Autun, je l'ai déjà dit, avec vous, d'être le deuxième Premier ministre à m'exprimer devant votre association. Je ne sais pas où l'année prochaine vous vous réunirez. Si c'est véritablement sur le territoire national, si vous m'invitez, et si je suis toujours Premier ministre, les trois conditions étant indispensables et forcément incertaines, alors j'aurai plaisir à venir poursuivre la conversation que nous avons engagée aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup.